Est-ce que vous chantez sur ce plateau? Presque, en écoutant ce générique de fin, le générique de fin de Devine qui vient dîner et les éblouissants Sidney Poitier, Catherine Bird et Spencer Tracy. Film extraordinaire qui pose bien sûr la question du mariage mixte et du racisme ordinaire dans cette Amérique des années 60 et qui va nous amener, nous, à parler du racisme ordinaire également dans notre bon vieux pays, la France. Nous sommes en compagnie de Dominique Sopo, je le disais tout à l'heure, le président de SOS Racisme, de l'ancienne ministre Ramayad, qu'on est ravi d'accueillir, et de l'universitaire François Durper, à la fois spécialiste des États-Unis et de la diversité, en l'occurrence la bonne personne à voir sur ce plateau, et d'autant plus que je crois Devine qui vient dîner est l'un de vos films cultes. Oui, et c'est un film d'une extraordinaire actualité. J'ai passé il y a quelques années ce film à des enfants dans un quartier populaire, des jeunes, des collégiens. Et alors, contrairement à aujourd'hui, il était en anglais, sous-titré. Donc Technicolor, je pouvais m'attendre à ce qu'au bout d'un quart d'heure... Oui, exactement. Et quand il voit arriver Sidney Poitier et surtout le visage de Catherine Hepburn qui se défait, tout ça les saisit. Hein, et ça, sans doute, leur dit beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont comme réaction? Qu'est-ce qu'ils disent alors quand ils voient cette que image-là? c'est des problèmes qui se posent aussi pour eux. Ils sont français, peut-être d'origine bretonne, et ils tombent amoureuses d'un Français d'origine algérienne, ou etc. Donc c'est des choses qui sont d'actualité. Mais c'est aussi un film qui est important. En 67 aux États-Unis, il faut se dire qu'au moment où le film sort, ça fait 6 mois que 17 États dans le Sud ont désormais l'interdiction d'interdire le mariage mixte. C'est un arrêt de la Cour suprême qui date de 1967, 6 mois avant ce film, et qui dit désormais les Noirs et les Blancs ont le droit de se marier. Cet arrêt, il est extraordinaire parce qu'il s'appelle Loving versus Virginia. Le monsieur et madame Loving s'étaient mariés en 1958 et ils avaient été condamnés à 1 an de prison par la Virginie. Ils avaient fui la Virginie et la Cour suprême dit maintenant c'est interdit d'interdire. Loving versus Virginia, l'amour contre l'État de la Virginie. Ah bah merci de nous avoir raconté cette histoire. Effectivement, une remise en contexte assez étonnante. Ramayad, comment vous l'avez découvert ce film? Parce que je crois que vous ne l'aviez jamais vu. Non, je ne l'avais jamais vu. Beaucoup entendu parler évidemment, mais jamais vu encore. J'ai été assez surprise par l'audace du film, effectivement, qui est un pamphlet social, qui aborde très frontalement la question du racisme dans une famille libérale. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est pas binaire, c'est pas panique. Exactement, il y a le portrait de Roosevelt qui est sur la table du père, sur le bureau du père, et c'est donc très fort. Ça interpelle évidemment parce que on semble si loin de l'Amérique d'aujourd'hui, mais c'est intéressant. À un moment donné, il y a un dialogue entre John, donc le docteur, et puis son futur beau-père, et John explique que sa future épouse espère qu'un de leurs enfants sera président des États-Unis. Alors, on va s'arrêter un instant parce qu'on a tous été effectivement scotchés par cette phrase complètement visionnaire. Alors, on va la regarder. On va se faire ce petit plaisir-là. On regarde. Elle pense que chacun de nos enfants sera au moins président des États-Unis et que son équipe gouvernementale sera très colorée. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc Sidney Poitier, et sa future épouse se rencontrent à Hawaï, comme les parents de Barack Obama. Alors, c'est pas complètement un hasard, c'est que Hawaï est en fait l'État américain où il y a le plus de métissage. Déjà à cette époque, donc ça fait pas partie des États du Sud qui interdisent le mariage mixte, bien au contraire. Et aujourd'hui, c'est encore l'État où il y a plus de 50% de métis. Alors on va y revenir. Je voudrais savoir aussi comment Dominique Sopo a vu ou revu ce film, je ne sais pas. Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, ce que c'est un film qui effectivement est très intéressant, d'abord sur ce que sont les États-Unis à l'époque, aussi sur les audaces prises par ce film, parce que c'est la première fois que ce sujet est traité, en tout cas sur un film grand public avec des monstres sacrés, qui incarnent cette question du métissage. On peut même regarder comment cette question affleure quand même de façon très détournée avant dans la production américaine. Certains disent par exemple que Ma sorcière bien-aimée, c'est une façon d'aborder de façon détournée le métissage avec cette
une sorcière et... Pas tout à fait dans la norme, pas tout à fait dans la norme, autres, et quelqu'un de normal. Mais on voit que si c'est le cas, c'est vraiment extrêmement détourné, et que là, c'est traité de façon extrêmement claire. Le deuxième élément qui est intéressant aussi, c'est que ça montre bien justement, il y a une grande finesse dans ce film, qu'on peut très bien être convaincu sur le plan intellectuel que le racisme est à proscrire, que l'égalité est effectivement une valeur à défendre. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le film à un moment donné, lorsque la fille dit à son père, à ses parents, « Mais enfin, vous m'avez toujours appris à dire qu'il n'y avait pas de différence entre les blancs et les noirs. » Et là, finalement, il y a un problème, mais ça montre qu'on peut très bien être convaincu intellectuellement de quelque chose. Oui, et quand ça vous touche dans votre chair, quand ça vous touche c'est différent. Émotionnellement, ou ce que ne montre pas le film, qui sera un autre sujet sur le plan aussi parfois des intérêts de groupes qui peuvent voir leur position sociale remise en cause par l'émergence de nouvelles parties de la population, eh bien là, évidemment, les réactions sont tout autres. Donc c'est très intéressant et je pense que la France est aussi un peu aujourd'hui sur ces questionnements. C'est peut-être beaucoup plus dur pour certains d'être antiraciste aujourd'hui qu'il y a 30 ans, parce que finalement, il y a 30 ans, les personnes d'origine immigrée, j'allais dire symboliquement, c'était des ouvriers spécialisés qui n'étaient pas français. Aujourd'hui, ces enfants de Mohamed, si je puis dire, disent en fait, on veut être élu, on veut devenir cadre supérieur, etc. Et là, évidemment, ça rentre aussi dans un cercle d'intérêt ou d'intimité chez des personnes qui, bizarrement, si on regarde leur évolution, sont beaucoup moins antiracistes aujourd'hui, quand l'égalité implique aussi quelque chose qui est de l'ordre de la redistribution du pouvoir. Alors, ce que vous venez de dire fait écho, me semble-t-il, à votre livre, Ramayad, ce livre que vous avez publié en 2007, qui s'appelle Noir de France. À l'époque, vous aviez d'ailleurs signé ce livre, Ramayad Zimeh. Alors, peut-être qu'on reparlera du mariage mixte tout à l'heure avec vous, parce qu'on se dit aussi que c'était un film que vous avez dû regarder de façon particulière. En tout cas, en 2007, voilà ce que vous écrivez dans votre livre. On a quelquefois l'étrange impression de déranger quand on est noir dans un pays qui se croit tout blanc. Manifestement, le français de souche n'a pas encore compris que français ne veut pas forcément dire blanc. Il y a longtemps que j'ai écrit ça. C'était en 2006. 2007, ouais. C'est sorti en 2007. Et aujourd'hui, je suis au regret de constater que c'est encore très vrai. Et même qu'on a régressé en quelque sorte. En 2006-2007, nous étions à la sortie des émeutes en banlieue. Et à cette époque, il a fallu apporter des réponses politiques à cette crise, en fait, qui allait au-delà du social. Et donc, le débat sur la diversité était permanent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les minorités suscitent de la rancœur de la part du monde politico-médiatico-intellectuel. L'antiracisme est devenu un problème, est en procès quotidien. Et être antiraciste, c'est aujourd'hui être bien pensant ou mal pensant, que sais-je. On a l'impression que la laïcité est dévoyée et qu'au fond, il y a un bouleversement, un renversement total de la hiérarchie des valeurs. Ce qui est censé relever de l'héritage démocratique et républicain en France est aujourd'hui cloué au pilori par une bande d'intellectuels réduits à des polémistes, dont le seul propos aujourd'hui n'est pas de montrer un cap, une vision à une nation chamboulée, mais de faire le buzz. Voilà. Et donc, ceux qui en sont les premières victimes aujourd'hui, c'est évidemment ces personnes-là. On commémore aujourd'hui les 10 ans de ces émeutes et nous avons affaire à une régression mais totale. Qui est symbolisé effectivement par ce propos sur la race blanche qui est assumé. L'inculture et la vulgarité sont érigées en modèle de société. C'est absolument sidérant ce recul. Absolument sidérant. Alors on va y revenir évidemment à cette affaire Morano à laquelle vous faites référence, mais dans votre analyse, ce que vous dites bien aussi, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une espèce de continuum qui nous emmène de la société raciste à la société antiraciste. Il y a comme ça des espèces d'allers-retours qui sont un peu étranges. Je vais juste prendre la problématique du mariage mixte, qu'on va évidemment ensuite dépasser dans ce débat, mais c'est vrai que alors qu'on peut avoir le sentiment aujourd'hui que c'est une question réglée, vous allez voir avec les chiffres que ça ne l'est pas
et notamment aux États-Unis. Alors en tout cas, en France, en 1984, plus de la moitié des Français voyaient d'un mauvais œil le mariage de leur enfant avec une personne, par exemple, d'origine arabe. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 27%. Donc on peut quand même constater une amélioration. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, les sondages montrent que si l'on pose juste la question de la tolérance, les chiffres sont effectivement très prometteurs, mais que quand même, concrètement, il y a très très peu de mariages mixtes qui se font aux États-Unis. Les chiffres sont encore assez dérisoires par rapport à la France, comme si effectivement on peut dire publiquement qu'on est évidemment pour la tolérance, et ça nous renvoie à la problématique du film, mais ensuite on a encore un peu des scrupules à se marier entre blancs et noirs, par exemple. C'est difficile de comparer la France et les États-Unis, puisque du côté américain, il y a évidemment dans le recensement, vous cochez, est-ce que vous êtes noir, est-ce que vous êtes caucasien, est-ce que vous êtes hispanique, amérindien. C'est pas le cas, on le sait, en France, donc c'est extrêmement difficile de comparer. Ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, même si ces couples mixtes sont encore peu répandus, ils sont en très forte augmentation, notamment entre les 2 derniers recensements, plus de 113% de mixité. Donc la réalité d'une Amérique uniquement faite de juxtaposition communautaire, elle est aussi très largement caricaturale. Il y a aussi de la mixité aux États-Unis. On n'est pas forcément obligé, si vous voulez, par exemple, Barack Obama, sur le recensement, il coche la case noire, il ne coche pas la case blanc. Donc on ne le perçoit pas comme un métis aux États-Unis, ce qui est quand même assez étonnant. Mais ce qui est réel, c'est qu'il y a effectivement un reflux de l'antiracisme que décrivait Ramayad. Et ce reflux de l'antiracisme, on le lit aux États-Unis, par exemple, autour de la candidature de Donald Trump, lorsqu'il dit pas d'hispanique. Et vous avez ces gens autour de Donald Trump qui disent mais Donald Trump est le dernier rempart avant que les États-Unis ne deviennent un pays d'Amérique latine, avant que les Blancs soient totalement submergés. C'est ce que vous retrouvez en Europe, autour des problématiques du grand remplacement que les populations du Sud. Donc vous avez, si vous voulez, sur le plan historique, le passage d'un racisme offensif lié à l'Empire, c'est-à-dire qui justifie des dominations ou des ségrégations, à une nouvelle forme de racisme. Une nouvelle forme de racisme qui est un racisme plus défensif d'une Europe et d'une Amérique du Nord qui est, si vous voulez, en crise de désoccidentalisation, qui se dit l'Occident est concurrencé sur le plan économique, menacé sur le plan démographique et même menacé sur le plan identitaire de sa culture. Absolument. Dominique Sopo, j'aimerais vous entendre effectivement sur ce que je disais tout à l'heure, sur cette absence de continuum. On ne passe pas de l'antiracisme à la société, de la société raciste, à la société antiraciste. Il suffit pour cela de regarder les différents rapports annuels du Conseil national des droits de l'homme qui montrent effectivement, par exemple, après 98, la victoire de la France à la Coupe du monde de football, l'image de la France Black Blamber avait vraiment fait changer les mentalités et le rapport de la Commission l'avait mesuré. Et on voit bien là encore des allers-retours. Il suffit juste de lire ce rapport chaque année, finalement, Dominique Sopo. De toute façon, sur le plan du progrès démocratique ou de la civilisation, l'histoire, elle n'est pas linéaire. Et on peut le remarquer sur les questions de racisme, mais aussi sur les questions de démocratie, sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est bien de le rappeler, de ne pas penser que ces choses-là sont acquises. C'est bien de le rappeler, et c'est bien aussi d'avoir bien la conscience qu'en fait, la société, elle évolue aussi en fonction de combats, en fonction de rapports de force, et qu'on a vu finalement, pendant toute une période, plutôt une logique d'ouverture, vous rappeliez ces chiffres, aujourd'hui, l'hostilité déclarée aux personnes qui ne seraient pas, on va dire, des Français de souche, comme disent certains, est une hostilité qui, sur le long terme, a plutôt eu tendance à diminuer, notamment, on le voit dans les années 80-90. Les gens continuent à déclarer une baisse de cette hostilité, mais on voit une remontée ces dernières années qui correspond aussi finalement à tout un cadre intellectuel, médiatique, politique, qui a légitimé le retour de pensée et de repli. Et je pense que ce que disait François Durper, l'Europe et les États-Unis, mais ici je parlerai notamment de la France, c'est très compliqué pour un pays de s'être vécu comme faisant partie du monde de la domination, ce qui a été le cas objectivement. L'Europe a bien dominé le monde sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan militaire, sur le plan territorial, sur le plan des normes culturelles. Et aujourd'hui, évidemment, l'évolution lourde, c'est que c'est de moins en moins le cas et que ça le sera de moins en moins dans les décennies et les siècles à venir. Il y a une forme de normalisation du poids de l'Europe dans le monde. On revient d'ailleurs à une situation antérieure à la révolution industrielle. Et je pense que sur le plan quasiment émotionnel, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Et c'est en plus symbolisé,
quelque part par la crise économique qui touche plus particulièrement l'Europe. Enfin, vous savez, voir la Chine, par exemple, venir quasiment dire, bon, sur le plan financier, on va faire des choses pour vous, on va venir vous sauver des aéroports et on va racheter le port d'Athènes, le Pirée. Il y a une sorte d'inversion qui est du rapport de force économique, du rapport à la puissance. Avec, par ailleurs, la question coloniale, qui est très peu traitée sur le plan politique, malheureusement, en France, et même sur le plan intellectuel, il n'y a pas vraiment d'espace de débat, parce que finalement, le colonialisme, c'est il y a quelqu'un qui est en haut, il y a quelqu'un qui est en bas. Or, la montée en puissance, quand même sur le long terme, des populations d'origine maghrébine ou subsaharienne en France, sur le plan des études, sur le plan économique, bon, malgré tout, les choses, elles progressent, eh bien, ça fait qu'il y a chez certains une peur de l'inversion du lien colonial. Il y a toute une série de personnes qui ont beaucoup de difficultés à réfléchir en termes d'égalité, parce que le système colonial ne nous a pas habitués à réfléchir comme ça, et donc certains se disent... En fait, on ne va pas vers l'égalité, on va vers une inversion. Et s'il faut choisir entre être colonisé et être colon, bah, entre le maître et l'esclave, on préfère en général être le maître, sauf si on est un peu sadomaso. Alors, sur cette libération de la parole raciste, en tout cas le retour de la racialisation du débat que d'aucuns constatent à la fois chez des journalistes, mais chez certains intellectuels, évidemment, tout cela s'est cristallisé il y a quelques jours, quelques semaines, avec ce qu'on va appeler, pour aller vite, l'affaire Morano. On va se remettre tout ça en tête et puis, bien sûr, on en parle juste après. Tout de suite, retour sur cette affaire Morano et ses propos prononcés un samedi soir sur un plateau de télévision. Regarde. Dans une célèbre émission du samedi soir, Nadine Morano parle de la France comme d'un pays aux racines judéo-chrétiennes, de race blanche. Des propos qui créent immédiatement la polémique. Lundi matin, c'est l'embarras au point presse hebdomadaire des Républicains. Le porte-parole du parti prend ses distances avec l'eurodéputé, mais réfute l'idée de sanctions. Nous sommes dans une formation politique républicaine où la parole est libre. C'est sa responsabilité politique d'avoir utilisé ces termes. Nous n'allons pas commencer à exclure tous ceux qui ont eu un positionnement différent de ce qu'est le positionnement clair de notre formation politique. Certains mettent ces déclarations sur le compte de la personnalité de Nadine Morano, habitué des provocations. Mais la condamnation est plus ferme chez les ténors du parti. Alain Juppé, Bruno Le Maire, jusqu'à Nathalie Kosciusko-Morizet qui réclament des sanctions. Nicolas Sarkozy, lui, reste muet. Mercredi, Nadine Morano enchaîne les médias. Europe 1, BFM TV, elle persiste et signe. Le président des Républicains sort enfin de son silence. Je préside une formation politique avec des sensibilités multiples. Mais je n'accepterai aucun dérapage. Parce que je ne veux pas la caricature de ce que nous sommes. Est-ce que parfois j'ai l'impression que certains dérapages sont dits plus un souci de publicité personnelle qu'à une réflexion approfondie? En interne, la tension monte. Poussée par ses alliés centristes, la tête de liste des Républicains pour la région Grand Est demande à son parti de retirer l'investiture départementale à Nadine Morano en Meurthe-et-Moselle. L'eurodéputé est ciblé par la majorité, isolée dans son propre camp. Son seul soutien, Jean-Marie Le Pen. Dans l'hémicycle, les socialistes profitent de l'occasion pour montrer leur unité. Standing ovation pour acclamer la question de la députée réunionnaise Erika Bareitz. Applaudissements nourris pour la réponse du Premier ministre. Et ceux qui alimentent la division, qui stigmatisent, qui parlent de race, de couleur de peau, qui hiérarchisent, qui fragmentent, tout cela n'ont rien compris à ce qu'est la nation française. Marianne n'a pas de race, elle n'a pas de couleur. Et aujourd'hui, Madame la députée, Marianne, vous l'avez incarnée. Voilà pour cette séance des questions au gouvernement qui avait marqué ce jour-là au Palais Bourbon. Ramayad, vous qui vous assumez comme une femme politique de droite, est-ce que vous considérez que la droite française, elle a réagi correctement, avec dignité, avec efficacité face au dérapage de Nadine Morano ? Oui, je pense que Nicolas Sarkozy a eu la bonne réaction de ne pas laisser passer, effectivement dans un objectif de ne pas se caricaturer, mais également parce que Nadine Morano n'est qu'un symptôme finalement de quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus profond. Et quelque chose de pervers aussi. C'est-à-dire que ces dernières années, on a été amené à faire croire
à mettre en concurrence les plus vulnérables dans la société, c'est-à-dire les immigrés ou leurs enfants, et puis ce qu'on appelle les Français de souche qui appartiennent aux catégories populaires. On les a mis les uns contre les autres. Au fond... c'est la faute de qui? De ceux qui ont voulu réveiller, par exemple, le débat sur l'identité nationale? C'est en fait tout un contexte, et chacun y a sa part, hein, y compris la droite elle-même, qui consiste à penser que les nouveaux venus, parce qu'ils sont toujours regardés comme des nouveaux venus, même s'ils sont là depuis 3 ou 4 générations, eh bien, vont prendre le pain des petits blancs, en gros. Et en les mettant en concurrence, il y a quelque chose de très pervers, d'ailleurs qu'incarne bien Nadine Morano, qui dit « Ah ben voilà, moi je m'appelle Nadine, c'est quand même pas un problème en France ». C'est ce genre de remarques qu'on entend. Comme si, alors si on se lance sur la discrimination positive, là, les esprits s'échauffent et deviennent complètement explosifs. Et donc cette perversité du débat a conduit à ce que, évidemment, il y ait une rancœur et une aigreur vis-à-vis de ces minorités-là. La France... Je veux dire, vous disiez tout à l'heure, est-ce que finalement tout ça, c'est pas du racisme, etc. En fait, les politiques publiques sont depuis quelques années, puisqu'on parle de race, allons jusqu'au bout et disons la vérité. Certaines politiques publiques sont racialisées depuis plusieurs années, que ce soit la politique éducative, la politique de l'habitat, la politique de la ville. C'est un constat. C'est pas moi qui ai parlé d'apartheid en France. C'est le Premier ministre de la France. Et donc, il y a cette réalité qui est là. Et donc, elle ne fait, Nadine Morano, à travers cette polémique, qu'entériner, au fond, ce qui est perçu dans la réalité, aussi bien par les uns que par les autres. Dominique Sopo, comment vous l'avez vécu, cette affaire Morano, qui peut paraître grotesque et dérisoire, mais qui, en même temps, dit quand même beaucoup de choses sur la société française? Elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses sur le fonctionnement aussi d'une partie du monde médiatique, parce que là, il y a quand même la mise en scène d'une personne qui vient tenir des propos ouvertement racialisants, et on sait très bien que le racialisme, de toute façon, est tout le temps accolé à une vision raciste. Lorsqu'on commence à dire qu'il existe des races, il y a toujours, de façon assumée ou non, l'idée d'une hiérarchie. Le deuxième élément, c'est que ça renvoie aussi au fonctionnement du système politique. Je rappelle que Nadine Morano a été ministre. Ça renvoie aussi quelque part à une forme de, comment dire, de perte de, j'allais dire, de hauteur, d'abaissement de la fonction. Cette personne a été aussi ministre parce qu'elle est Nadine Morano et parce qu'elle est ce personnage extrêmement grossier, privé de tout surmoi, qui est censé, par ailleurs, ce que je trouve extrêmement insultant, incarner le peuple. Comme si le peuple, c'était la grossièreté, c'était des propos prononcés sans surmoi, comme si c'était un petit fond de racisme. Et ça renvoie plus généralement dans la société au fait que le racisme a ceci de terrible, c'est que la puissance classificatoire de la notion de race continue à produire ses effets aujourd'hui. Et finalement, ça peut être posé sous la forme d'une évidence. Ben oui, il existe des Noirs, il existe des Blancs, il existe des Arabes, il existe, etc. Bon, d'ailleurs, on mélange tout et on raconte n'importe quoi. Mais comme je fais souvent remarquer aux gens, moi, si on devait me classer en noir ou en blanc, systématiquement, on me classerait en noir. Personne ne penserait à dire que je suis blanc. Pourtant, je suis métisse. Mais ça renvoie à cette idée que finalement, le sang noir ou la couleur noire, elle vient corrompre le blanc. Et que si c'est le mélange, c'est pas le blanc qui l'emporte, c'est le noir. Et donc, je pense que malheureusement, ça renvoie à cette puissance classificatoire de la race, que ça demanderait beaucoup de débats en France, l'ouverture de débats pour lutter contre cette idéologie. Comment on lutte contre cette puissance, que vous appelez cette puissance classificatoire des races? Eh bien justement, c'est ce sur quoi je voudrais qu'on termine ce débat. Qu'est-ce que vous avez comme moyen d'action, etc. Je vais vous montrer l'un des exemples de ce qui peut être fait. C'est cette plateforme qui a été mise en ligne par France Télévisions, pour ne pas les citer, contre le racisme ordinaire, les mots qui font mal. Voilà encore tout ce qu'on entend tout le temps, régulièrement, c'est-à-dire tout ce qui existe encore dans les mentalités françaises dès lors qu'on parle de noirs, de blancs et d'arabes. On regarde. Tu dis que t'es français, mais tu viens d'où en réalité? Tu parles français comme un blanc. T'as aucun accent. Tu viens d'où? Le problème avec les juifs, c'est qu'ils ne travaillent qu'entre eux. Mais tu peux voir aussi bien que nous, même avec les yeux bridés?
Tu parles africain? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Vous avez vraiment le rythme dans la peau. Tu viens d'où? Tu viens d'où? T'es français, mais... Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Dans ta famille, forcément, toutes les femmes sont voilées. Les Chinois sont tous de la même famille, ils se ressemblent tous. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Un arabe barbu dans l'avion, le métro, c'est quand même flippant. Tu viens d'où? Tu viens Les d'où? Portugais, ils sont soit maçons, soit concierges. Non, mais toi, ça va. T'es différent, tu te comportes pas comme un noir. Je me méfie plus des Pakistanais que des Arabes. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Ah, fais pas ton juif. Tu dis que t'es français, mais tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est quoi ce travail d'arabe? Les filles de l'Est, c'est toutes des prostituées. T'es plutôt jolie pour une noire. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu fais le ramadan, toi? Je pensais que t'étais plus intégré. Mon meilleur ami est béninois. Ils sont gentils, hein, mais fainéants. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Attention à vos sacs, les Roumaines ont des bras en plus. Les Antillais doivent avoir des actions à la RATP. Vous avez seulement 2 enfants? C'est rare pour les Arabes. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Désolé, messieurs, c'est une soirée privée. Alors Ben Laden, ça boum? Tu dis que t'es français, mais... Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Il y a le cinéma, il y a Devine qui vient dîner. Plus récemment, il y a eu aussi ce film qu'on a tous bien sûr vu, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y a les médias, il y a Qu'est-ce qu'on fait, François Durper? Mais il y a aussi l'école. L'école, on y passe 20 ans de sa vie, aujourd'hui en moyenne. Donc si vous voulez mettre en place une vraie politique contre les préjugés à l'école, sauf que, comme l'a dit tout à l'heure Amayad, je suis en train de mener une enquête sur la ségrégation scolaire. Dans le Vaucluse, 2 écoles maternelles, pour le coup j'ai compté les prénoms, une école où il y a 90% de prénoms musulmans, une école à 5 km où il y a 90% de prénoms non musulmans. Donc c'est une ségrégation scolaire qui est très préoccupante. Et à l'école, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Il faut le dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la hiérarchisation, il y a l'existence des races aujourd'hui. C'est-à-dire, commencer par dire, si par exemple on a un problème là, le toit s'effondre sur nous, le médecin va arriver, il ne va pas voir qui est beige, qui est marron, qui est blanc, rose, il va voir qui est de quel groupe sanguin. Donc la première erreur du racisme, c'est de la visualisation d'une différence. La deuxième erreur du racisme, c'est très simple, c'est d'associer toutes les différences, hein, comme si on était des races d'animaux. C'est-à-dire de dire à peau plus foncée correspond des cheveux crépus. Non, en Inde, vous pouvez avoir une peau foncée et des cheveux lisses. Donc le rôle de l'école, le rôle de l'éducation, vous dites. Et troisième erreur du racisme, c'est la hiérarchisation, effectivement, dont on parlait. La ruse tout le temps de dire s'il court plus vite, c'est qu'il pense moins, vite. Donc ça, c'est très très simple, ce plan en 3 étapes, de dire voilà les 3 erreurs du racisme. Parce qu'il ne suffit pas de dire les racistes sont méchants. Il faut dire pourquoi ils ont tort. Et en l'expliquant notamment aux enfants, en l'expliquant par les médias, on peut arriver à une société avec plus de tolérance et de compréhension. Pour vous, c'est effectivement le remède numéro 1, Ramayad, c'est l'éducation, c'est l'instruction dès le plus jeune âge? Oui, c'est l'éducation. Il y a d'autres armes. L'instruction, mais je le prendrais moins que François sur l'aspect éducation civique. Ou morale, enfin toutes ces choses-là qui se développent avec des intervenants extérieurs. Dit ça, hein. Il n'a pas tout à fait dit ça. Il n'a pas tout à fait mais elle est un peu mentaliste, Ramayad. Non, mais je serais plus sur la transmission des savoirs les plus classiques qui soient, c'est-à-dire... non, il faut une vraie politique d'inclusion. Mais ce qui me choque, c'est qu'on a fini, à travers cette politique éducative qui est racialisée, clairement, et entérinée par les zones d'éducation prioritaire, par estimer que
eh bien, il y a certains savoirs qui devraient être réservés à certaines élites scolaires. Voilà, le latin, le grec, Corneille, Racine. Et puis les autres ne sont pas capables parce qu'ils sont issus d'eux, catégories populaires ou d'origine immigrée. Et ça, c'est un crime contre l'esprit. C'est une absence totale de confiance en l'enfant et dans le projet républicain aussi. Donc le savoir, l'excellence, ce sont des, c'est pas des gros mots. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on enseigne de l'histoire de France? Moi, je suis historien. Je regarde les nouveaux programmes. Il y a quelque chose de choquant. Sous la Troisième République, on n'a jamais enseigné que la France était un pays de race blanche. Ça n'existe jamais dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on apprenait? Nos ancêtres sont les Gaulois. Oui. Le lundi, mais dès le vendredi, on apprenait qu'on n'était plus gaulois, qu'on était des gallo-romains, on était déjà des métis. Et la semaine d'après, que les Français arrivaient, c'est-à-dire que non, mais en temps de parole, j'ai quelque chose. Allez, il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Pour inclure tous les Français, quelle que soit leur origine. Mais ça doit être par les programmes. Ça doit être par les programmes d'histoire, précisément. Et c'est par l'histoire qu'on apprend ce genre de choses, plutôt que par des instructions civiques qui, à mon avis, ne sont rien d'autre que d'une sorte de morale républicaine assez au tiède. Voilà. On laisse un petit temps de conclusion aussi à Dominique Sopo sur ces sujets qu'il connaît si bien. Alors, comme je suis aussi enseignant, évidemment, la question de l'école, elle est importante, d'autant plus que la question des préjugés, des stéréotypes, qui évidemment sont centraux dans le fonctionnement de la mécanique du racisme, on les intègre dès le plus jeune âge en général. Et ce qui est grave, ce n'est pas d'avoir des préjugés en tant que tel, c'est de ne pas s'en rendre compte. Parce que tout le monde a des préjugés, et ce qu'on entend là, à peu près tout le monde, on a tous le même fond de préjugés, à peu près. Bien sûr que si, on ne vient pas de Mars, on ne vient pas de Vénus, on est d'une société, c'est des choses qu'on entend, c'est des choses qui circulent, mais c'est pas ça, encore une fois, qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas en être conscient. Donc je pense qu'il faut aussi apprendre les gens à se protéger de leurs propres préjugés, de leurs propres stéréotypes, de faire en sorte que l'école leur donner les outils et les armes, faire en sorte également, et là au niveau du politique, qu'il y ait aussi, j'allais dire, un récit national qui soit effectivement inclusif, qui soit un récit national intelligent, j'aurai pas le temps de développer, mais également qui dise ce qu'est la place de la France dans le monde. Je pense qu'on est aussi sur des nœuds passionnels absolument terrifiants et qu'il y a une forme de tétanie du politique pour évoquer ces nœuds passionnels, ou un manque de courage d'ailleurs, en se disant qu'on peut toujours surfer sur les mauvaises passions. Mais il y a aussi la représentation dans le pouvoir économique, médiatique, politique, ça c'est très important. Bien sûr. Et là, ce débat est terminé. On aurait pu encore discuter de longues heures, je pense, avec vous trois. Merci beaucoup en tout cas d'être venus regarder en notre compagnie ce très beau film qui a vraiment suscité le débat. Devine qui vient dîner. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Delphine Pianta qui a préparé avec moi cette émission. Et je vous donne évidemment rendez-vous dès la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un autre film qui, je l'espère, fera débat. Ciao.